bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Carole Hervé, consultante en lactation. Bonjour Carole, pour poser les bases d'un allaitement solide dès le premier mois. Merci beaucoup Carole d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter en quelques mots avant de démarrer. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Carole Hervé, je suis consultante en lactation et BCLC. J'exerce à Paris en libéral. Je fais également des visites à domicile et puis à l'occasion, il m'arrive de faire aussi des consultations à distance, des entretiens téléphoniques par Facebook, FaceTime. Et puis je suis aussi sur quelques petites applications pour les mamans étrangères, francophones ou anglophones. Très bien. Carole, on a eu beaucoup de questions de la part de mamans. Alors ça va être très riche, un entretien très riche. Tout d'abord, je voulais commencer et vous poser cette question. Quels sont les signes qui montrent que l'allaitement va bien, tout se passe bien? Oui, mais en effet, c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir ce genre d'informations, puisque quand on devient maman, on est prise au dépourvu par la multitude des conseils que l'on va recevoir. Il faudrait allaiter à la demande, mais on ne définit pas ce qu'est la demande. Il faut allaiter avec un intervalle plus ou moins régulier. Concrètement, un allaitement qui va bien, sans avoir besoin de montre, sans avoir besoin de pèse-bébé dans un premier temps. En fait, on peut le savoir assez facilement lorsqu'on est maman. Et c'est très basique, c'est les pipis et les caca. C'est-à-dire qu'un bébé qui reçoit suffisamment de lait va émettre au moins 3 selles abondantes par période de 24 heures à partir de J3, c'est-à-dire que les premiers temps, il y a du colostrum, par la suite, le lait devient du lait de transition et donc il est un petit peu plus abondant en quantité. Et donc, si le bébé reçoit assez de lait, il fait caca. Et il y en a au moins 3, il y a au moins 3 selles lourdes par 24 heures. Et on a aussi 5 couches lourdes d'urine. Il m'arrive pour les mamans de jumeaux, par exemple, de leur suggérer d'avoir un sac de couches différent, un marqueur sur la table à manger. Et quand il y a une selle, eh bien elle fait une croix. La maman fait une croix, ou le papa, bien sûr, enfin, la personne qui va changer le bébé, va faire une croix sur la selle. Et puis on le met dans un sac. Et à la fin de la journée, on découvre le sac. On a 3 selles, on a 3 croix, c'est parfait. On en a un peu moins de 3. Ok, donc ce bébé-là a besoin d'un petit coup de pouce. C'est comme ça qu'on peut l'évaluer d'une manière assez simple. Très basiquement, si le bébé reçoit du lait, il est éliminé. Alors souvent, les gens pensent que c'est parce que le bébé dort qu'il reçoit assez de lait, ou bien parce il est tranquille. Et en français, on a cette expression qui est qui dordine, mais qui dordine, en fait, dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Pour autant, il y a des petites choses qu'on peut remarquer qui sont assez étonnantes, et on en reparlera sans doute. Le meilleur moment pour mettre le bébé au sein lorsqu'il vient de naître, eh bien, c'est quand il dort. D'accord. C'est assez surprenant. On va sans doute en parler. On va en parler. Ouais. Dites-moi, est-ce que la position d'allaitement a une importance aussi Justement, c'est l'un des principes. Une position confortable et une position optimale va permettre au bébé d'ouvrir grand la bouche, va permettre au bébé de prélever suffisamment de lait. S'il prélève suffisamment de lait, il grossit bien, il est repu, il est content, la maman est rassurée, et puis surtout la maman n'a pas mal. Et tout ça, c'est dans un cercle vertueux qui est lié à une position. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une position ? Là, je suis absolument pas dans une position confortable pour allaiter. Là, je suis dans une position sociale, je me tiens à la perpendiculaire, le dos droit, les jambes rapprochées. Finalement, une maman qui allaite, elle a besoin de se sentir, de trouver des points d'appui et d'être réellement confortablement installée. Qu'est-ce que ça veut dire, confortablement installé ? Je pense que pour tout le monde, il y a moyen de trouver des signes de confort, des moyens de détendre son corps. Et donc, on peut prendre n'importe quel fauteuil, n'importe quel espace. Ça peut même être le lit, exactement. Absolument. Et donc, une position confortable me permettra d'ouvrir mon thorax, me permettra d'avoir des bras disponibles, me permet de respirer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, eh bien, la maman se cale un petit peu plus loin dans son fauteuil. Hop, j'ai souvent mon outil qui me fait rire. Et donc, elle se cale dans son fauteuil, elle prend son petit loup, elle lui fait le petit bisou, parce que ça fait toujours du bien, et elle se met, elle s'installe confortablement. Donc, si vous regardez, elle a le dos bien reposé, et voilà. Elle est à l'aise, et son bébé aussi. Complètement, il n'y a pas d'angle particulier. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Si la maman est complètement allongée, elle ne peut pas regarder son bébé. Elle a vraiment besoin d'être aussi
présente, elle a besoin de pouvoir le regarder, puis souvent la maman va simplement prendre son bébé et faire ça, elle va le caresser. Et là, si vous regardez mon dos est calé, mes lombaires sont calés. Si j'ai des petites tensions résiduelles, je vais mettre un petit coussin derrière mes lombaires. Si toutefois j'ai subi une épisiotomie ou une déchirure qui est encore un petit peu douloureuse, eh bien, je vais me saisir du coussin d'allaitement que je vais mettre sous moi pour ne pas avoir d'appui qui soit douloureux. Et puis là, voilà, j'accueille mon enfant et je le mets à la bonne adresse. Et je pense que tout le monde est capable de reconnaître la bonne adresse. On est bien d'accord que la bonne adresse, c'est pas là. On a longtemps dit que le bébé pouvait grimper vers le sein. Certes, il y en a qui y arrivent. Pour autant, on remarque que les mamans n'ont pas spécialement envie d'attendre. Elles sont souvent assez émues à l'arrivée du bébé et puis elles le prennent, elles l'observent, elles le regardent, elles le caressent et elles font ce geste magnifique qui est une continuité finalement. Elles caressaient leur ventre quand elles étaient enceintes, puis là, elles continuent de caresser leur bébé et puis elles dégrafent le soutien-gorge, elles mettent le bébé comme ça et puis elles l'admirent et elles respirent calmement. Et donc là, on est d'accord, mon bébé, certes, c'est pas vrai, mais mon bébé ne t'aide pas là tout de suite. Sauf qu'il est dans une position vraiment prédisposante pour pouvoir téter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est son petit ventre est près de mon nombril, son corps a un appui, génère un appui ventral continu avec le mien. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de torsion. Ces petits réflexes, parce qu'en fait le bébé va émettre des réflexes. Ces petits réflexes vont utiliser la gravité pour aller vers le sein. Si je me mets dans une position comme celle-là, mon bébé s'écarte du sein, vous voyez. Même si je me mets comme ça, finalement, la gravité amène mon bébé hors du sein. Si je fais comme ceci, mon bébé part vers le sein. Automatiquement. En fait, il n'a pas le choix. Et cela dit, la maman est tout à fait compétente pour le guider. Alors, les mamans, elles font ça. En fait, quand on décrit cette position, quand les professionnels la décrivent, ils savent nous indiquer à quel point la maman va susciter des réflexes, en tout cas les mobiliser, et ce sont des réflexes qui amènent le bébé vers le sein. Les mamans, elles n'ont pas besoin d'apprendre tout ça. Ils ont juste besoin de se dire, je vais être confortablement installée, je vais avoir mon bébé contre moi, et puis moi, je me laisse vivre. Et alors, le bébé, il dort, et il se trouve que le premier mois, on n'arrive pas à faire la différence entre les moments où le bébé dort et les moments où le bébé va être prêt à téter. Finalement, prêt à téter, ça ne veut rien dire. Donc, le bébé dort, puis très rapidement, il va faire une petite transition, il va y avoir de l'activité sous ses paupières, et là, s'il est à la bonne adresse, il commence à faire le pivert. Et quand il fait ça, eh bien, ce sont des petits signaux qui appellent une hormone, l'hormone de l'amour, qu'on appelle l'ocytocine. Et l'hormone de l'amour, elle va faire s'ériger les mamans. Donc le bébé fait ça. Souvent, les mamans vivent ça comme un geste de refus. Le bébé s'agite. En fait, le bébé fait ça naturellement. Il fait ça, puis la maman, elle peut le guider. Elle peut très très bien l'approcher du sein, le remonter, le baisser au gré de ses envies. Et si elle sent que le sein est trop volumineux à ce moment-là, eh bien, elle peut même le malaxer un petit peu pour faire une sorte de sandwich pour que le bébé puisse le prendre. Si elle sent que son bébé est complètement enfoui dans le sein, elle fait un petit canal de respiration tout léger. Et donc son bébé de lui-même, il est dans des réflexes, il a les paupières fermées, il ouvre grand la bouche et il est assez étonné de voir que le bébé a ouvert la bouche, ça coule de l'autre côté, il se met à déglutir, et là il s'y met alors qu'il a les yeux fermés. Pour ça, c'est assez étonnant, mais c'est le premier mois en fait. Ça se passe comme ça, et donc c'est souvent des moments d'anticipation. J'ai eu l'émotion de lire un mail hier d'une maman que je ne pouvais pas voir ce matin, puisque j'étais avec vous, et je lui ai dit, écoutez, je vais partager avec vous 2-3 petites infos avant qu'on se voit. Elle témoignait de douleurs récurrentes. Elle m'a dit, vous savez, j'ai simplement testé ce que vous avez dit, j'ai anticipé, j'ai mon bébé au sein, alors que selon moi, il n'avait pas l'air d'avoir faim, et je n'ai plus mal. C'est quand même plutôt chouette. Donc si on peut éviter une bonne partie des douleurs comme ça, et oui, la position nous aide. Et en fait, c'est tout un cadre. C'est être un petit peu à la disposition de son enfant. Et je vous rassure, ça ne va pas durer 6 mois. Là, c'est vraiment le démarrage. Et le démarrage, c'est aussi une phase d'installation, une phase où on fait connaissance, où on apprend à connaître notre bébé, à le découvrir et à s'adapter à son tempérament aussi. Et souvent, il y a beaucoup d'émotions qui circulent lorsqu'on est avec son enfant.
J'invite beaucoup les mamans à demander à leurs amis de l'aide, se faire livrer des petits plats tout prêts, déléguer le fait d'étendre le linge ou faire la vaisselle. Et puis la maman, elle passe du temps à se caler confortablement avec son bébé. Ce qui est vraiment très très important, c'est donc du coup être dans une position confortable. Ça, c'est vraiment primordial. Et observer son bébé, le caresser, l'embrasser, l'avoir avec soi, prendre du temps pour lui, enfin vraiment l'observer. Et ça favorise aussi l'allaitement. Mais en fait, c'est pas une vaine entreprise, c'est-à-dire que plus la maman va se consacrer à son bébé dans ces moments-là, plus elle va éviter tout un tas d'écueils qui peuvent arriver assez facilement le premier mois. Moi, je suis consultante en lactation, donc on me sollicite beaucoup pour des prises de poids encore faibles, encore fragiles, ou alors des douleurs persistantes. Alors justement, à propos des douleurs, parce que ça c'est un gros sujet, on a pas mal de mamans qui nous ont écrit pour nous dire que voilà, elles se demandaient si avoir des douleurs pendant qu'elles allaitaient était quelque chose de normal. Eh bien, non. Avoir mal en allaitant, ce n'est pas normal. Et je vous invite, mesdames, à devenir casse-pieds et à harceler les gens qui vous entourent pour qu'ils vous aident à trouver une solution, puisque c'est pas normal d'avoir mal. On peut tolérer, j'ai vraiment dit tolérer, une sensibilité de l'amont pendant les 5 jours qui suivent la naissance du bébé, c'est hormonal, et puis on n'a pas l'habitude d'avoir un bébé qui est comme ça. Hein. Maintenant, une douleur qui s'installe, des crevasses qui d'emblée saignent, sont très douloureuses, des crevasses qui ne passent pas au-delà de 5 jours, malgré des petits remèdes maison qui consistent simplement à exprimer du lait, à recueillir du lait, à mouiller une compresse de lait, à mettre sur le mamelon pour que ça cautérise plus facilement. Si ça ne passe pas, demandez de l'aide, réellement. Réellement parce que c'est vraiment dommage. Il se passe pas mal de phénomènes hormonaux qui sont là pour aider. Et comme la maman, finalement, on a beaucoup entouré la maman pendant sa grossesse. Et dès que le bébé naît, eh bien, elle est un peu mise de côté. Et puis on nie sa douleur. Non mais oh, c'est comme ça, moi aussi j'ai mal. C'est pas parce que la grande tante a mal que c'est normal et que c'est acceptable. Oui, tout à fait. Mais donc du coup, il faut demander de l'aide à un professionnel de l'allaitement, du coup, et comprendre les origines bien sûr. Après, il y a aussi des mamans, hein, des copines qui savent très très bien faire. sans pour autant aller voir un professionnel, mais vraiment solliciter les gens et leur dire, écoutez, j'ai mal. Pourquoi ? Pourquoi ? Puisque quand on a mal, de toute évidence, on n'a pas envie de mettre son bébé au sein. Et si on n'a pas envie de mettre son bébé au sein, la lactation aura plus de difficultés à se mettre en place. Si ça met plus de temps à se mettre en place, on a un bébé qui va pleurer davantage et une maman qui va avoir des douleurs qui vont s'installer et qui vont perdurer. Et après, en cascade, on a engorgement, mastite, et je vous vais éviter l'abcès. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours des solutions pour éviter d'en arriver jusque-là. Alors, du coup, ces douleurs, elles peuvent être liées à quelle cause ? C'est un mauvais positionnement du bébé ? Absolument. Il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ces douleurs aux mamans ? Alors, généralement, en effet, c'est un problème de position. C'est de la position. Imaginons, on va reprendre des petites bases. Imaginons que je suis enceinte et que mon bébé se met comme ça. Selon vous, c'est une position qui est comment ? C'est ok ou pas ok ? Que votre bébé se met comme ça dans le ventre ? Dans le ventre. Non, c'est pas ok. D'accord ? Si on part du principe que l'allaitement est une continuité avec la grossesse, pourquoi une position qui in utero n'est pas ok serait une position ok par la suite ? En fait, le bébé a acquis des réflexes innés, naturels, parce qu'il était dans un environnement, alors il n'était pas comme ça, in utero, il était plutôt comme ça, d'accord ? Cela dit, il était dans un positionnement plutôt longitudinal, voilà, qui épousait le corps de sa maman, qui épousait les formes du corps de sa maman. Et donc, si on met le bébé dans des positions qui sont anti-gravité et sans doute contre-naturelle, eh bien, le bébé va essayer de s'agripper un petit peu partout. S'il s'agrippe, où est-ce qu'il va s'agripper ? Il va s'agripper au mamelon de la maman et ça peut faire très très mal. D'autre part, la maman, dans ces positions-là, eh bien, le coude de la maman fléchit la tête du bébé en avant. Si elle positionne comme ça, c'est une alternative assez intéressante, mais à la longue. Donc ça, c'est une alternative. C'est une position qu'on appelle la position de la Madone inversée. C'est une alternative très, très intéressante pour amener le bébé au sein, c'est-à-dire garder mon dos. Est-ce que je vais tenir 1 heure comme ça ? Donc, dans cette position, il faut que la maman mette
beaucoup de pression sur le dos de l'enfant, que son poignet soutienne son bébé, elle peut très bien utiliser cette position et l'adapter et revenir dans la position de confort de tout à l'heure. Et déjà, il y a beaucoup moins de tension. Puisque je voudrais éviter aussi que la maman ait des tendinites au poignet, et le syndrome du canal carpien, et des tendinites au cervical, les omoplates qui tirent. Voilà, je veux vraiment une position confort. Donc, si le confort global de la maman est là, elle sera plus présente pour son enfant et plus à même de réagir si « ah, ça tire ». Je vois les mamans, mais spontanément, elles « ah, ça tire » et elles font ça. Et elles remarquent que « ah, c'est bon ». Voilà, et c'est tout bête. Et c'est parfois, ça change tout, en fait. Ça change tout. Ça change tout. C'est vraiment une question de millimètres. Alors, on est sur des principes de base fondamentaux qui conviennent à la majorité des bébés. Maintenant, ce qui est généralement vrai n'est pas toujours spécifique, adapté spécifiquement à une maman. Parfois, on a un bébé qui est né avec l'aide d'une ventouse ou de spatule, ou alors la maman se rend compte que lorsqu'elle le change, le bébé tourne toujours la tête d'un côté, plus d'un côté que de l'autre. Ça vaut le coup d'aller solliciter l'aide d'un thérapeute spécialiste, un thérapeute manuel. J'entends par là un ostéopathe ou un chiropracteur, par exemple, qui peut essayer de délier des tensions. Donc réellement, le message, s'il devait y en avoir un à retenir dans cette séquence du Facebook Live, c'est la douleur, c'est pas normal. On essaie de solliciter plein de personnes. On commence par revoir la position, penser à son confort. Et si ça ne suffit pas, on essaie de trouver, on appelle les copines, on en parle à son médecin, sa sage-femme. Est-ce que vous connaissez un ostéopathe compétent avec les tout petits qui sait aider? Et puis, si l'ostéopathe n'a pas suffi, éventuellement, on va aller voir quelqu'un de plus spécialisé. Et le bébé peut prendre le mamelon, est-ce qu'il doit avoir un angle particulier? Est-ce qu'il doit prendre juste le mamelon, l'aréole aussi? Alors, si le bébé fait que ça fait super mal. Ça pince, hein. Ça pince très très fort. Et il m'est arrivé de dire à des papas, imaginez le petit doigt coincé dans la porte une douzaine de fois par jour. Donc là, ils disent, ah. Et je réponds que c'est réellement ce que ressentent les mamans parfois. Donc, si le bébé ne fait que ça fait mal. Lorsque le bébé tète, le bébé va ouvrir grand la bouche. Et quand le bébé ouvre grand la bouche, il va étirer le mamelon naturellement et l'amener à la jonction entre cette partie dure du palais et la partie plus molle. D'accord? Donc, spontanément, un bébé qui ouvre grand la bouche va être aidant pour ne pas causer de douleur. Et pour l'accompagner dans cette position, je reviens dans une histoire très simpliste, la gravité l'oblige à ouvrir. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Il est vraiment dans une disposition où son menton va toucher le sein en premier, il va dégager, puis au départ, il est un petit peu... il est amené un petit peu comme ça, là, sur le sein. Puis il se rend compte qu'il peut pas bien respirer. Du coup, il bascule en arrière. Il bascule en arrière et de lui-même, il ouvre. C'est rarissime que j'appuie sur le menton, que j'essaie d'écarter les lèvres du bébé pour qu'il ouvre mieux. Donc ça se fait vraiment très naturellement. Ouais, il va le faire naturellement. S'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a des tensions là derrière. Ou alors, il y a un petit filet de peau sous la langue qu'on appelle un frein de langue qui est peut-être trop serré. Moi, je ne vais pas essayer de tirer là-dessus parce que je ne veux pas générer de tension. Si on tire sur quelque chose qui est bloqué, la réaction, c'est de serrer encore plus en face. Donc, j'ai pas du tout envie que la maman ait mal. Donc, j'observe ça. Et souvent, basiquement, avec la position, on peut s'en sortir. D'accord. Très bien. Vous avez d'autres questions, les internautes? Je sais que je parle beaucoup. Oui, on avait d'autres questions juste avant ce Facebook Live. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que le meilleur moment pour que le bébé ait le sein, c'est lorsqu'il est un peu endormi. Oui. C'est assez surprenant, en fait. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer pourquoi, quels sont les mécanismes, comment se fait-il que c'est vraiment le meilleur moment pour allaiter, pour le mettre au sein? Alors, je me remets dans la position confortable. Qui entre nous porte un nom, c'est toute une philosophie, ça s'appelle biological nurturing. Bon, ça c'est pour vos dîners en ville, c'est pour faire place. On observe en fait dans toute cette philosophie, toute cette approche, on s'appuie réellement sur la notion de continuité entre la grossesse et l'allaitement. Et en fait, les chercheurs n'arrivent pas à faire la différence quand le bébé est in utero entre les moments où il dort et les moments où il se nourrit. Ils essayent par plein de capteurs d'identifier si le bébé se nourrit ou dort et ils n'arrivent pas à faire la différence. Et finalement, comme le bébé naît immature,
Eh bien, si on se concentre, en fait, si on essaie de recréer une continuité, si on essaie de lui proposer le sein alors qu'il n'est pas profondément endormi, il y a une différence entre profondément endormi et somnolent. Vous savez, quand vous levez le bras du bébé et qu'il retombe lourdement, là, c'est sûr, c'est pas la peine. On peut éventuellement le mettre dans son berceau parce que là, il va pas se passer grand-chose. En revanche, quand on sent qu'il y a des petits mouvements, vous savez, ça veut dire qu'il va être prêt, et il va être prêt dans un délai assez rapide. Et le nourrisson qui tète, si vous l'observez, il a les yeux fermés. Il est concentré sur ce qui se passe dans sa bouche. Il est concentré sur le débit de lait et sur cette coordination naturelle qui va se mettre en place. Donc finalement, le mettre au sein quand il dort, c'est anticiper. On a beaucoup parlé d'allaitement à la demande. Et pour certains, la demande, c'est quand le bébé pleure. Or, on observe que quand le bébé pleure, il est déjà trop tard finalement. Il est affamé en fait. Oui, ça fait bien 5 minutes qu'il attend. Et alors, du point de vue de l'adulte, moi, si j'ai très très faim, je vais pas attendre que la soupe refroidisse. Je vais me jeter sur la banette de pain. Je vais manger très très vite, puis après, je n'aurai plus faim pour la soupe. Et c'est un peu dommage. Donc après, je vais me raisonner, parce que je suis adulte. Sauf que le bébé, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait 5 minutes qu'il appelle très subtilement. Et finalement, on n'est pas réactif, on n'a pas vu, on n'a pas eu la grammaire pour comprendre ce qui se passait. Donc on attend un petit peu, on nous a dit il faut qu'il soit bien réveillé pour téter, donc on essaie d'être à sa portée. Le bébé arrive sur le sein, il a tendance à avoir un réflexe de morsure un peu plus prononcé que s'il était tout détendu. Et une fois qu'il tète, il va recevoir le premier réflexe d'éjection et il va s'endormir. Et finalement, on perd du temps. Tandis que si on met le bébé au sein alors qu'il dort, qu'au moment où il va commencer à s'éveiller, on a juste par nos gestes, hop, allez, je t'amène et tu vas sur le sein, il tète, il déglutit, il va sans doute s'éveiller un petit peu, et puis redéglutir, et la tétée sera globalement plus efficace. Et je reprécise, hein, c'est vraiment pour une durée courte, c'est réellement pour les premiers temps. Et les premiers temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, pas souvent au-delà de 6 semaines, mais c'est vraiment pour les tout petits, les nourrissons qui viennent. Certaines mamans disent qu'elles ont l'impression de ne pas avoir assez de lait et c'est pour ça qu'elles arrêtent l'allaitement. Oui. Est-ce que et là c'est tellement fréquent, mais est-ce que c'est juste une impression? En fait, pour répondre à cette question, la consultante va poser beaucoup de questions. L'insuffisance de lactation primaire est vraiment très très rare. Ça arrive dans certains cas de figure, ça arrive dans certaines circonstances. Une maman qui a subi une chirurgie mammaire peut avoir des canaux qui ont été altérés. Une maman qui a une glande mammaire qui ne s'est pas convenablement développée, c'est très rare, mais ça arrive, peut avoir une difficulté à mettre en place une lactation. Certaines circonstances médicales peuvent amener, notamment des facteurs hormonaux, peuvent amener à décaler un petit peu la mise en route de la lactation. Mais les conditions d'accouchement, j'entends par là peut-être une césarienne, n'empêche pas une maman d'avoir assez de lait. Ce qui empêche d'avoir assez de lait, c'est un défaut de drainage. C'est-à-dire que si on n'a pas retiré assez de lait des seins, les seins ne vont pas être encouragés à produire assez de lait. Donc, je comprends que beaucoup de mamans soient amenées à arrêter l'allaitement parce que la prise de poids n'est pas optimale. Il est bon de se dire, alors là pour le coup, on va observer un petit peu des moyennes. Souvent, on va entendre tout un tas de discours, il faut allaiter à la demande, pas plus que toutes les 3 heures, bref. Dans la réalité, on observe que les bébés au sein tètent au minimum 8 fois et facilement 12, 13, 14, 20 fois le premier mois. D'accord? Ça sur 24 heures. Donc c'est assez intense et il n'y a pas d'écart à respecter. Et quand on est sur ce rythme-là, souvent, on a pour conséquence une lactation optimale. Si toutefois on a un bébé qui n'arrive pas à aller chercher le lait, eh bien on va éventuellement l'aider. Ça peut être exprimer du lait à la main, ça peut être utiliser un tire-lait, mais souvent une fréquence soutenue de tétée. C'est pour ça que je reparle d'une position confortable, parce que si on doit le faire souvent, on a quand même envie que ça soit assez confortable. Moi, dans cette position, je me fais servir, je bois un verre d'eau, je fais un câlin à mon grand, je lis une histoire, je peux manipuler la télécommande pour regarder la télé, je peux passer un coup de fil à mes copines. Vous voyez, on peut vivre tout en démarrant un allaitement, hein, et en s'adaptant à notre société et à ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, voilà, tout est possible. L'insuffisance de lait n'est pas un critère familial. C'est pas parce que la grand-mère n'a pas réussi à allaiter
on ne va pas avoir assez de lait nouveau-né. Il y a d'autres paramètres. Et souvent, c'est parce que la position est inconfortable. Elle est déjà inconfortable, mais ces positions-là, parfois, ne favorisent pas un transfert de lait aussi rapide. Ce qu'on appelle le transfert de lait, c'est que la maman en produit et le bébé arrive à le recevoir. Et donc, si on est dans une position confortable, le bébé reçoit plein de lait. S'il n'y arrive pas, allez, on a un petit geste là. Vous voyez ma main, comme je fais un grand C, je comprime et je lui envoie plus de lait. Et je comprime et je reste comprimée sur le sein. Hop, ça largue plus de lait. Et donc, mon bébé reçoit plus de lait et on regarde les couches. S'il n'y en a pas assez, on exagère le nombre de tétées. On accélère un petit peu le rythme. Et si ça ne suffit pas, on va voir quelqu'un spécialisé. D'accord, très bien. Une maman nous a dit qu'elle avait des mamelons ombiliqués et elle se demandait si elle pouvait allaiter. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire c'est que les mamelons ombiliqués et si vraiment c'est bloquant pour l'allaitement? Absolument. Alors, ombiliqué, c'est le même vocabulaire que l'ombilic, et l'ombilic, c'est le nombril. D'accord? Souvent, notre nombril est complètement rentré. D'accord? Certains mamelons, c'est peu fréquent, mais certains mamelons sont réellement rentrés dans le sein et il y a des adhérences tissulaires qui les empêchent de ressortir. Maintenant, il se trouve que le bébé ne prend pas un mamelon lorsqu'il tète, il prend une bouchée de sein. J'ai en mémoire comme ça une maman qui j'ai beaucoup d'affection, qui avait les deux mamelons plats au repos. Sa question, c'est pas est-ce que mon bébé va prendre le sein, c'est comment est-ce que je mets les jumeaux en même temps. Et pour elle, c'était pas un souci. Donc quand on a les mamelons qui ressortent peu, est-ce que c'est réellement ombiliqué? Si réellement c'est ombiliqué, c'est un critère d'utilisation de bouts de sein en silicone. Et les bouts de sein les plus fins possibles pour ne pas trop modifier le transfert de lait. D'accord? Donc ça, c'est l'un des rares critères qui va nous amener à utiliser ce genre d'outil. Donc si réellement le mamelon est ombiliqué, on va l'utiliser. Si le mamelon est simplement plat au repos, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer par différents moyens de faire ressortir le mamelon. Donc soit la maman va essayer de le faire sortir, soit elle peut, avec un tire-lait par exemple, lui permettre de ressortir, de s'ériger, ou alors certaines mamans vont prendre une seringue qu'elles vont monter à l'envers et elles vont tirer un petit peu. Il existe des petits accessoires, on appelle ça nipplette par exemple, pour faire ressortir le mamelon. Bref, il y a des solutions. Très bien. Nous avons une question de Jessica qui nous demande s'il est possible qu'un bébé allaité fasse ses nuits. Son bébé a 1 mois et se réveille la nuit, soit toutes les 2 heures, soit toutes les 3-4 heures, et peut-être beaucoup plus la journée. Oui, alors, faire ses nuits, c'est une grande notion française. Oui, un bébé allaité peut faire ses nuits, si tant est qu'on comprenne la définition de faire ses nuits. Faire ses nuits pour un enfant allaité, c'est dormir 5 heures d'affilée. Le premier mois, c'est très très rare d'avoir un bébé qui dort plus de 5 heures d'affilée et qui va très bien en parallèle. Très bien, c'est-à-dire qu'il prend du poids harmonieusement comme on le souhaite. Maintenant, oui, les bébés... Je me souviens d'une petite Billy. Quand j'ai vu sa maman, la maman avait, selon le médecin, très peu de lait. Et c'est vrai qu'elle en exprimait assez peu lorsqu'elle utilisait un tire-lait. On a mis en place un protocole un petit peu costaud. À 3 semaines, Billy avait explosé tous les critères en termes de poids. C'était un petit bébé avec plein de bourrelets. Et Billy avait décidé qu'elle s'arrêterait de téter à 19h et qu'elle se réveillerait doucement à 7h du matin. C'est peu fréquent. Et on n'a rien fait. Donc c'est même pas lié à la quantité de lait qu'elle prend. Un bébé qui se réveille la nuit, c'est très souhaitable. Parce que nos bébés sont très intelligents. Nous avons lu un bouquin qui s'appelle La biologie de l'allaitement. Et dans ce bouquin, on lit que l'hormone qui donne soif aux mamans, qui s'appelle la prolactine, eh bien, elle a un taux supérieur entre 1h et 5h du matin. Donc si le bébé se tète la nuit, c'est pour aller stimuler cette hormone. Et quand il stimule cette hormone, eh bien, vous avez plus de lait dans la journée. C'est souvent fatigant parce qu'on attend que le bébé dorme et on se dit j'aimerais qu'il fasse ses nuits. Et c'est souvent pour nous un motif de fatigue. Or, on a remarqué que les mamans qui allaitent, elles dorment une demi-heure de plus que les autres. C'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Parce que finalement, la maman est à peine réveillée. Quand elle a réussi à trouver un cadre, une position confortable pour elle, elle tend le bras. Souvent, vous savez, l'UNICEF suggère de garder le bébé à portée de bras la nuit. Donc, ça peut être un petit couffin juste à côté de son lit. On prend le bébé, une fois encore, on se met comme ça. Alors, on n'est pas le dos complètement allongé. On peut se mettre comme ça, on peut se mettre un peu sur le côté. J'encourage réellement les mamans à se mettre dans cette position au départ. Parce que c'est
globalement beaucoup plus confortable, beaucoup plus efficace. Une fois que c'est terminé, hop, elles remettent le bébé dans le petit couffin, et puis la vie est belle. Et après, bon, le sujet des nuits, on en reparlera peut-être lors d'un nouveau Facebook, mais c'est un grand sujet. Un personnage que j'appelle la voisine passe son temps à dire alors est-ce qu'il fait ses nuits, ce petit bébé? Mais c'est pas l'enjeu du premier mois. D'accord. Alors, il y a des mamans qui disent qu'elles ont l'impression de passer leur temps à allaiter et de ne pas avoir de temps pour faire autre chose. Et elles se sentent un petit peu démunies. Est-ce que c'est des situations qui arrivent fréquemment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que, voilà, comment faire justement pour avoir un peu de temps pour soi et consacrer en même temps, répondre aux besoins de son bébé? Répondre aux besoins de son bébé, c'est d'abord comprendre qu'il y a toute une phase absolument incompressible de calibrage. Calibrage de la lactation, installation. Donc on fait connaissance avec son enfant, mais c'est pas parce qu'on a eu 2-3 fois une position confortable que ça y est, c'est réellement acquis. Donc l'enfant apprend en faisant, il répète, son petit cerveau mature, et nous on a aussi besoin de récupérer. Il est vrai qu'on est dans une société où on a souvent des injonctions de performance. Il faut déjà que la maman soit toute pimpante, qu'elle organise des thés avec ses copines, que la maison soit rutilante, qu'elle ait fait du pain à maison et qu'elle régale toute la famille. Or, dans beaucoup de sociétés, on considère que les 40 jours qui suivent la naissance du bébé, la maman ne devrait rien faire, si ce n'est se reposer, allaiter, prendre soin d'elle et c'est tout. Donc c'est vrai que c'est vraiment intense. Pour autant, cette intensité est de courte durée si on s'applique réellement à, à s'y consacrer. Parce qu'une fois que la base est là, on peut allaiter tout terrain. Par la suite, la maman peut très bien trouver des astuces comme un porte-bébé physiologique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écharpe, par exemple, parce que finalement, quand on a un premier enfant, on est OK pour s'asseoir sur le canapé. Mais quand c'est le troisième, et quand vous venez de mettre le troisième au sein, et que le deuxième, qui a 3 ans, est aux toilettes et vous dit « Maman, j'ai fait caca, tu peux venir m'essuyer ?» Eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pleure, en se disant « Je vais jamais m'en sortir, j'ai 3 petits louches, j'y arriverai jamais. » Et ensuite, eh bien, on va des premiers temps avec son bébé dans les bras, au sein, essuyer le grand. Et finalement, on trouve un moyen pour apprendre au tout petit à téter dans un porte-bébé, je pense à l'écharpe, et notamment, hein. Et finalement, on peut allaiter, materner, prendre soin de son dos et répondre aux besoins qui sont assez intenses hein, d'un tout petit. C'est normal, c'est comme ça. Mais une fois que la base est là, ce n'est que du plaisir. Et ce que j'adore, c'est que les mamans n'arrivent même pas à expliquer pourquoi c'est sympa. Ça les dépasse. C'est ça. Okay, très bien. On a une question de Lucie qui nous dit, alors, je vais lire en même temps. À la reprise du travail, combien de fois dois-je tirer mon lait dans la journée et à quel intervalle de temps pour avoir suffisamment de lait et assez pour la tétée du soir? Car j'ai l'impression de ne pas avoir assez de lait. Alors, bon, la thématique du jour, c'était le démarrage. Donc là, manifestement... Peut-être que Lucie reprend son travail très tôt. Ça arrive. J'ai accompagné des intermittents du spectacle qui avaient repris le travail 3-4 jours après la naissance du bébé. Alors, combien de fois tirer son lait, c'est pas une question à laquelle je peux répondre comme ça spontanément parce que ça dépend d'énormément de paramètres. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, ça va dépendre du nombre de tétés à peu près. Nancy Morbarer appelle ça le magic number, donc le nombre magique, le nombre de tétés que la maman a finalement observé comme étant récurrent dans la journée pour répondre aux besoins de son enfant. Et ça, c'est très très variable. Chez certaines mamans, ça va être 5 par jour, par 24 heures, j'entends. Chez d'autres mamans, ça va être plutôt 12. Et en fonction de ce nombre de tétés et du nombre d'heures de séparation, mettons une maman qui est séparée de son enfant à Paris, par exemple, avec son heure de transport aller, son heure de transport retour, plus les 8 heures de travail à son poste, eh bien, elle va sans doute tirer son lait les tout premiers temps 3-4 fois pendant ce temps de séparation. Et puis, en fonction des quantités de lait qu'elle obtient, peut-être 2-3 fois. Et souvent, les mamans me rétorquent qu'elles trouvent ça impossible, trop difficile à mettre en place. 2-3 fois par jour. 2-3 fois par jour pendant le travail. Et finalement, si on regarde les collègues qui fument, qui doivent sortir de l'établissement pour aller fumer à l'extérieur, qui ont une pause cigarette qui dure un quart d'heure,
Un bon fumeur fume facilement 4 cigarettes dans la journée, donc il va fumer en milieu de matinée, il va fumer en début de pause déjeuner, en fin de pause déjeuner, en milieu d'après-midi, ben on a les 4 opportunités de tirer son lait. Et donc finalement, combien de fois par jour est-ce qu'il faut tirer son lait pendant la durée de pendant le temps de travail? Ça va dépendre de la quantité que boit le bébé et que l'on a besoin de recueillir pour entretenir une bonne lactation. Pour une dizaine d'heures de séparation, les mamans observent qu'elles vont avoir besoin d'à peu près 300-400 millilitres de lait, pas nécessairement plus, puisque le bébé va continuer de téter en présence de maman. Donc là, je vous ai donné vraiment des généralités. Hein. Ce serait beaucoup plus pertinent de faire du cas par cas. Est-ce qu'il y a des astuces, par exemple, pour optimiser sa production de lait, pour utiliser un double pompage, par exemple, un tire-lait? Carrément. Et il existe tout un tas de tire-lait assez ergonomiques qui se glissent. Je me souviens d'une maman qui avait son magnifique sac Dior, un sac en cuir Dior, et dedans, elle me disait hey, regarde, j'ai mon tire-lait, un tout petit tire-lait. Tu sais, le petit tire-lait, c'est le swing. Le swing maxi, le swing maxi en double pompage. Et elle avait un job de cadre et très discrètement, elle allait tirer son lait. Et en effet, le double pompage, toutes les mamans n'aiment pas. Pour autant, c'est une histoire de bon sens. Si on tire les deux seins en même temps, quand bien même ils ne sont pas liés, on gagne du temps. Donc ça, c'est quand même assez confortable. Après, il y a des mamans qui vont tirer simplement à la main. Et en ce qui concerne les astuces, il y a une astuce que j'ai inventée finalement en lisant une étude sur la manière dont les bébés étaient alimentés au biberon. Et on avait on avait montré dans cette étude que les enfants alimentés au lait, avec du lait artificiel étaient plus susceptibles d'être suralimentés parce qu'on avait vraiment tendance à vouloir que le bébé finisse son biberon. Et donc dans l'étude, on avait mis un cache sur le biberon et donc la maman était plus en relation avec son enfant. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est ça. Quand une maman tire son lait, elle est concentrée sur la quantité qui coule et elle en tire des conclusions. Parce qu'en plus, tout au long de la journée, on va avoir des quantités qui vont être variables. Sauf que si la maman a obtenu 100 millilitres le matin et qu'elle n'en a que 60 l'après-midi, elle va se dire, ça y est, j'ai plus de lait. Et là, elle commence à se faire tout un petit film. J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et donc, je mets un cache sur le flacon de recueil. C'est tout bête, mais ça marche extrêmement bien. Et un cache, c'est une paire de chaussettes. Donc, bon, les mamans que je vois, elles ont une paire de chaussettes dans le sac du tire-lait. Ça peut faire rire et en fait, ça marche très très bien. Et puis avec nos smartphones, on peut aller regarder une photo de notre bébé, on peut écouter le son de notre bébé, on peut, pour certaines, je me souviens d'une maman qui me disait je culpabilise parce que lorsque je tire mon lait, je suis pas en lien avec mon bébé, je regarde des séries. Et bien, regardez les séries. Regardez les séries. Pour faire sortir du lait des seins, on a besoin d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et donc, si les séries lui donnent la mettre en joie, eh ben c'est très bien. On n'a pas besoin de... On va tous avoir ce qu'on appelle en anglais les triggers. Des petites choses qui nous font rebondir. Et donc, ça peut être... Moi, je prenais un body de mon bébé du panier de linge sale. Je prenais le body, je me mettais le nez dans le body du bébé et je pensais à lui et il fallait absolument que je tire mon lait. Donc il y a plein d'astuces. Béton. Nous avons une question de Gurchan, je ne sais pas si je prononce bien le prénom, oui, qui demande si les bouts de seins sont bien ou pas. Bien ou pas bien. C'est même pas une question de bien ou pas bien. Ce qu'on observe quand on utilise un bout de sein en silicone, c'est alors, quand le bébé tète en direct, le bébé ouvre grand la bouche et vient stimuler ce qu'on appelle les récepteurs en prolactine qui sont situés un petit peu par ici, enfin tout autour comme ça, sur l'aréole. Quand on met un écran, quand on met une barrière entre les deux, eh bien le bébé prélève moins de lait. Certaines études parlent de 20% de lait en moins, d'autres parlent de 50% de lait en moins. Donc, il n'est pas mauvais d'utiliser un bout de sein en silicone en soi. La raison pour laquelle ça dépend de la raison pour laquelle on l'utilise. Maintenant, si la maman l'utilise, par prudence, par précaution, en tout cas le premier mois, j'aime bien recommander, si j'ai pas fait une évaluation en personne avec la maman, j'aime bien lui recommander, par principe, de tirer 3-4 fois par jour, au moins tout le premier mois, pour être sûr de bien drainer les seins et d'avoir une lactation optimale. Parce qu'en effet, quand on met un écran, et finalement, notre enfant, il a envie de faire un sprint, mais il est sur la course d'obstacles, sur le 100 mètres. Donc, j'ai beaucoup de mamans qui allaitent avec un bout de sein en silicone. Celles qui l'utilisent, eh bien, elles essaient de veiller à maintenir les seins vraiment confortables et elles regardent ce qui sort. S'il n'y a pas assez de sel, elles augmentent la fréquence des tétés. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions qui reviennent fréquemment de la part
des mamans le premier mois qui sont inquiètes par rapport à leur allaitement, qui ont besoin d'être rassurées? Des questions, il y en a des tonnes. Certaines personnes m'ont dit qu'il ne faut pas qu'elles utilisent un tire-lait parce que ça risque de bousiller l'allaitement. Ça, c'est une idée reçue. Vraiment. Parfois, j'ai beaucoup de mamans qui n'utiliseront jamais un tire-lait, soit par choix, soit parce qu'elles n'en ont jamais besoin. Certaines vont avoir besoin d'utiliser un tire-lait pour des raisons médicales, au moins pour booster leur lactation, d'autres simplement pour aller à un cours de yoga. Et donc, il n'y a pas de moment précis jusqu'auquel il faudrait attendre pour pouvoir utiliser un tire-lait. Ça, c'est l'une des idées reçues. Dans les idées reçues, il y a l'allaitement, ça fait mal. Il y a l'allaitement prive de la présence du papa. Ça, je trouve ça tellement mignon. J'ai en mémoire comme ça une anecdote. Je rendais visite à une famille. La maman avait 3 enfants, une de 5 ans, une de 3 ans et demi, et puis un petit bébé. Et le papa est chef d'entreprise. Il a glissé une tête quand même pendant la consultation. C'était assez mignon. Et je voyais que cette maman, elle voulait absolument montrer à quel point elle est forte. Elle voulait vraiment sortir sa cape de superwoman et assurer. Alors, elle n'avait pas d'aide à la maison, pas de famille, et elle voulait que la maison soit impeccable, qu'elle prenne du temps pour les grandes et s'occuper de son bébé. Et moi, je voyais une maman épuisée et puis un petit bébé qui avait aussi besoin de sa maman. Et j'ai demandé au papa de devenir le chef de la logistique. Et je lui ai dit, ben voilà, vous avez Sarah qui est vraiment admirablement dévouée à toute la famille. Eh bien, vous, en chef d'entreprise, ben, vous allez déléguer tout ce que vous pouvez déléguer pour elle. Donc, déléguer le ménage, déléguer certains repas, la préparation de certains repas, et qu'est-ce que vous pouvez faire? Et j'ai revu cette femme 5 mois plus tard, et elle m'a confié que son mari s'était énormément investi pour cet allaitement-là, sachant que les autres s'étaient interrompus au bout de 2 mois, et là elle était encore son bébé de 5 mois. Et elle me disait avec émotion qu'elle avait un mari plus présent, qui avait compris que c'est pas qu'une histoire de bonne femme, mais qu'il y a aussi un rôle à jouer. Il a tout à fait sa place dans l'allaitement, et justement pour permettre de prolonger la durée de l'allaitement. Rôle de protecteur, rôle de... Quand je lui ai dit chef de la logistique, ça m'est venu intuitivement, mais ça lui parlait. Si je lui avais dit, voilà, elle va allaiter, vous allez changer les couches, je l'aurais perdu. Parce qu'il y a autre chose. Et c'était pas le genre de papa à qui j'aurais dit, est-ce que vous voulez porter votre bébé en écharpe? Je l'ai senti. Après, il le fera peut-être, mais pas sur le moment. Donc il y a d'autres moyens. Vous voyez, est-ce que l'allaitement prive le partenaire ou la partenaire, parce qu'il y en a aussi des féminines, d'un lien avec l'enfant? Absolument pas. D'accord, très bien. J'ai des questions qui arrivent au fur et à mesure. Alors, j'ai Virginie qui nous dit que son bébé tète peu la journée, 3-4 fois par jour au sein, ou 3-4 fois 80 ml au biberon. Mais la nuit, il tète tous les heures et demie à peu près. Est-ce que c'est normal? Comment est la prise de poids de ce bébé? Il est très fréquent qu'un bébé ne fasse pas la différence encore entre le jour et la nuit. Qu'est-ce qui amène ce bébé à ne téter que 3-4 fois? Est-ce que, Virginie, vous êtes arrivée peut-être de vous dire, bon là, ça y est, il dort, je vais pouvoir faire autre chose? Je vous inviterai à vous installer confortablement sur le canapé, à dire que c'est le nouveau code pour les jours à venir. Voyez si votre bébé peut téter un petit peu plus en journée. Non en le forçant à le faire, on ne peut pas forcer un bébé à téter, mais en le proposant, et peut-être que ça espacerait un petit peu les tétés de nuit. Maintenant, des tétés toutes les heures et demie la nuit, c'est pas nécessairement aberrant. On est dans une phase d'installation. Ça peut être fatigant si ça perdure, mais c'est pas non plus contradictoire. Nous avons une question de Marjorie qui nous dit que son bébé a 1 mois et les tétés sont encore anarchiques. À quel moment trouvera-t-il son rythme? Joker. Il n'y a pas de date de péremption dans l'allaitement à la demande. Alors, souvent, les mamans vont remarquer qu'aux alentours des 3 mois de l'enfant va adopter un pseudo-rythme. Je dis aux alentours de, pour certains bébés, ça va être 1 mois et demi, pour d'autres, ou même 3 semaines, pour d'autres, ça va être 6 mois. En fait, souvent, on se rend compte que tant qu'on est en attente que le bébé organise différemment cet été, ou quand nous, on essaye d'organiser, on épuise nos ressources en énergie pour peu de résultats. Si on se dit, ok, c'est comme ça, mon bébé tète très fréquemment, c'est comme ça, c'est normal. Maintenant, je trouve un moyen d'organiser ma vie autour de ces demandes répétées.
Le portage est réellement une aide qui a beaucoup de valeur, qui peut beaucoup vous soulager et soulager votre dos, et vous permettre de sortir et de faire plein de choses. D'ailleurs, entre nous, un bébé en écharpe, c'est un magnifique coup de fil lorsqu'on veut aller faire une exposition, par exemple. Donc, est-ce que les tétés vont s'organiser? Potentiellement, oui. Est-ce qu'on a un pouvoir là-dessus? Malheureusement, pas tant que ça. D'accord, très bien. Je voudrais juste revenir sur la question précédente de Virginie qui nous a précisé l'âge de son bébé qui a 10 mois. Et donc, du coup, qui tète fréquemment la nuit. Alors, c'est la phase des 10 mois aussi. 10 mois, c'est en effet un moment où le bébé va procéder à une sorte de... Enfin, ce que l'on vit comme une régression. D'ailleurs, on a des études qui montrent que les parents ont souvent l'intention de faire dormir leur bébé dans leur lit. Enfin, dans son lit, pardon, je vais y arriver. Et passé 6 mois, il est très fréquent qu'on retrouve le bébé à un moment donné de la nuit dans le lit parental, simplement. Essayer d'espacer les tétés de nuit, faire dormir l'enfant plus longuement avant l'âge d'1 an se solde souvent par une déconvenue parce que neurologiquement, l'enfant n'est pas prêt. Si le bébé tète beaucoup la nuit, c'est qu'il exprime un besoin, c'est qu'il a besoin de récupérer davantage. Et à 10 mois, il y a des chances qu'il soit un petit peu distrait en journée, qu'il ait envie de faire tellement de choses qu'il ne s'intéresse pas trop à la tétée, et du coup, à un moment donné, il se rattrape. Et certains bébés ont flairé qu'il y avait un petit virus dans l'environnement. Papa et maman ont attrapé un virus de gastro, ça n'avait pas l'air cool. Donc moi, je vais téter plus souvent parce qu'il y a les anticorps anti-gastro dans le lait de maman. En fait, il y a des tas de raisons qui font que le bébé tète beaucoup. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand un bébé a faim et qu'il tète pas. Après, je comprends parfaitement que ce soit fatigant. Bien sûr qu'il y a des stratégies pour vous aider. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de les mamans parfois ont l'impression de ne pas avoir assez de lait, et surtout à certaines périodes qui correspondent a priori à ce qu'on appelle les pics de croissance. Ouais. En effet, les mamans parlent de pics de croissance. La réalité scientifique est que les enfants ne grandissent pas et ne grossissent pas à ces moments-là. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la physiologie de la lactation, on va comprendre que les premiers jours, le lait arrive en très petite quantité, c'est du colostrum, puis graduellement, la lactation augmente pour arriver à un palier vers 3-4 semaines qui est à près le même à 6 mois. C'est-à-dire que le premier mois, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on insiste sur ce calibrage. Le premier mois est vraiment intense. Une fois que c'est là, c'est ancré, le bébé va réorganiser ses tétés en fonction de ses besoins. Et donc, la quantité est là, et en fonction de ses besoins, eh bien parfois l'enfant, donc il n'est pas dans un pic de croissance, mais il est dans une phase de développement. Tiens, je reconnais maman et je souris parce que c'est maman. Tiens, je vois maman, il y a quelque chose qui me fait rire et je rigole. Et c'est énorme pour un bébé rire. Tu sais, je souris, je me mets à rire, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et du coup, le bébé est complètement paumé. Souvent, j'en plaisante en disant c'est la version 2.0 du bébé. C'est-à-dire, et quand l'ordinateur fait une mise à jour de ses programmes, il va y avoir un message qui va dire rebranche-moi sur une source d'alimentation électrique, et puis je vais réorganiser mes programmes, je vais m'éteindre, me rallumer. Bon, bah, concrètement, chez un bébé, ça peut prendre 2-3 jours, 4 jours parfois. Et donc, qu'est-ce que c'est ma source d'alimentation préférée? C'est les bras de maman. Et notre bébé va de nouveau téter comme un fou pendant 2, 3, 4 jours. Et puis, sans qu'on s'en aperçoive, tiens, il aura franchi un cap dans son développement. Et donc, en effet, il y en a vers 3 semaines, vers 6 semaines. Ça, c'est ce que nous disent les mamans. Il y en a vers 3 mois, vers 4 mois, vers 5 mois, vers 6 mois, 9 mois, 10 mois. Il y en a encore plein. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est normal, c'est que c'est même souhaitable. Et dans ces moments-là, c'est toujours une invitation pour se dire, allez, je reprends soin de moi, je recharge mes batteries, je me fais servir, puis ça va passer. Très bien. Nous avons une question de Mélanie qui nous dit que son bébé a 1 mois et elle a du mal à prendre le sein. Comment l'aider? On revient à la position. En anglais, on dit « think simple stupid ». Je dois être stupide. C'est étonnant. C'est étonnant comme cette inclinaison qui permet à la gravité d'accueillir votre bébé, de l'amener vers le sein. C'est vraiment étonnant ce que ça peut aider.
Je vous invite à être une petite souris qui m'accompagne en consultation et à être témoin avec moi de ce regard béat lorsque la maman prend conscience que finalement il n'y a pas grand chose à faire et ça y est, elle est en lien avec son bébé. On le voit beaucoup moins comme ça. On le voit vraiment beaucoup moins. Puis on a besoin de tout un tas d'accessoires. Là, je suis détendue. C'est sans doute une aide. Si ça ne suffit pas, parce que ça peut ne pas suffire, j'imagine que Mélanie, elle a testé quand même pendant un mois tout un tas de stratégies et elle est loin d'être seule. Donc, il est probable peut-être qu'un soin d'ostéopathie ou de chiropractique puisse aider, ou parfois un petit massage. Vraiment, de l'anticipation, ça peut aider. Et parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Hein. Je pense à une petite Lily, elle avait un trouble neurologique et le seul symptôme, c'était une difficulté à s'accrocher au sein. Donc moi, j'ai suggéré à la maman de faire les devoirs à sa place, c'est-à-dire de travailler sa lactation au maximum. Et ça a été dur parce qu'elle n'avait pas envie d'utiliser un tire-lait, mais elle l'a fait. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que Lily avait un petit souci neurologique qu'elle a extrêmement bien dépassé parce qu'elle a été allaitée. J'ai une question d'Emmanuel qui nous dit qu'elle a eu la grippe et sa fille de 4 mois ne voulait pas téter. Alors, elle a eu la grippe. Là, en fait, il manque pas mal d'infos pour pouvoir répondre. Alors, si Emmanuel peut nous préciser, alors, du coup, est-ce que... Alors, moi, je vais un petit peu vous poser d'autres questions autour de cette question. Est-ce qu'on peut déjà allaiter, enfin, continuer à allaiter quand on est malade? Absolument. Absolument. Il faudrait vraiment être très gravement malade, et je pense plutôt à un cancer, pour ne pas pouvoir allaiter. Quand on a la grippe, quand on a la gastro, quand on a une angine, une sinusite, la douleur de règles, on peut très très bien allaiter et ce n'est pas contre-indiqué. Le médecin, si on a la grippe, on n'a pas de risque de transmettre la maladie. Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il y a les anticorps du lait maternel, enfin anti-grippe dans le lait maternel. Donc finalement, le lait est réellement adapté à ce moment-là pour éviter que le bébé ne tombe malade. C'est très fréquent d'avoir des familles entièrement atteintes de gastro, pas le bébé allaité, qu'à téter comme un fou. Maintenant, vous évoquez que le bébé n'a pas voulu téter. Quand le bébé refuse de téter, il y a quelque chose à faire. On va voir le pédiatre, on vérifie qu'il n'y a pas un aft, une otite, ça peut être du muguet, ça peut être voilà, pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème médical qui empêcherait le bébé de téter? Parce qu'en fait, même si la maman a la grippe, en règle générale, le bébé tète davantage. Maintenant, parfois, on confond des symptômes, c'est-à-dire que la maman a tous les symptômes de la grippe, mais elle n'a pas attrapé le virus, elle a aussi un sein rouge avec un placard rouge d'un côté. Et ça s'appelle une mastite. Et quand il y a une mastite, on a tout le reste des symptômes qui font penser à la grippe. Et on a aussi un lait qui a un goût légèrement plus salé. Donc le bébé rechigne à le prendre. Donc, quand vous avez une préoccupation comme ça d'ordre médical, allez consulter votre sage-femme, votre médecin, la PMI, pour voir d'un point de vue médical ce qu'il y a à faire. Le médecin est souvent assez frileux à prescrire des médicaments quand la maman allaite. Vous avez une ressource francophone excellente qui s'appelle le CRAT, le Centre de recherche des agents tératogènes. C'est www.lecrat.org et vous avez là-dessus toute la compatibilité des médicaments avec l'allaitement. On remettra du coup sur notre page. Oui, j'allais vous demander de le mettre. Oui, d'accord, très bien. Et justement, si le bébé est lui-même malade, est-ce que le lait maternel va l'aider à guérir? Absolument. Va lui donner des anticorps et des vitamines qui vont l'aider à surmonter ces petits maux. Il y a ça, et puis ce qui est extraordinaire, c'est que si la maman allait un garçon, elle a du lait pour un garçon. Si elle allait une fille, elle a du lait pour une fille. Quelle est la différence? Je ne saurais vous dire. La science nous dit ça, apparemment. Et même en termes de quantité, la quantité que la maman va produire va être différente pour un garçon par rapport à une fille. La prise de poids d'un petit gars allaité est plus importante que celle d'une petite fille allaitée. C'est assez étonnant. Moi, ça m'épate. Les qualités du lait maternel sont incommensurables. Avant de finir ce Facebook Live, est-ce que vous avez un message, Carole, à délivrer à notre communauté? Eh bien, l'allaitement au départ, ça demande de s'accrocher, ça demande de s'investir, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, pour anticiper, je vous invite d'une part à vous informer, à vous entourer. Entourer de personnes bienveillantes
Pourquoi pas d'une copine qui a déjà allaité, pourquoi pas d'une association. J'apprécie beaucoup pour en être animatrice la Chili, bien entendu. Il y en a beaucoup en France. Je pense à Solidarilait, je pense aux marraines de lait. Bref, des personnes très bienveillantes qui sont là pour vous entourer, pour vous épauler et répondre aux petites questions quand il y en a. Ensuite, se dire que les premiers temps, c'est certes intense, mais une fois que la lactation est calibrée, une fois qu'on commence à avoir acquis certains petits repères, que le bébé a gagné en maturité, là, le plaisir arrive et c'est vraiment extraordinaire. Donc, quand vous avez une inquiétude, quelle qu'elle soit, essayez de tenir quelque temps. Moi, très souvent, je peux pas voir la maman tout de suite. Enfin, au moment où elle m'appelle, il me faut parfois 2-3 jours. Et je sais que dans l'allaitement, 2-3 jours, c'est vraiment énorme. Donc, souvent, je leur dis, ça m'est arrivé vendredi dernier, une maman qui était en plein craquage. Je lui ai dit, écoutez, là, on va peut-être pas mettre votre bébé au sein parce que vous avez mal. Maintenant, on va se saisir d'un tire-lait de bonne qualité et vous allez peut-être stimuler votre lactation, l'entretenir. Et puis ça va permettre aussi à vos seins de se désengorger. Le lendemain, elle me faisait un SMS en me disant c'est incroyable, je n'ai plus mal, j'ai mes crevasses saignées depuis 15 jours, là je n'en ai plus. Certes, je lui ai donné un protocole qui n'était pas drôle, mais c'était trouver une alternative, faire une parenthèse en me disant je ne vais pas arrêter l'allaitement, je vais surtout protéger mon corps. Et puis derrière, je m'offre la possibilité de dépasser ça en allant consulter des personnes pertinentes et fortes. Il est long, mais ça. Très facile en tout cas. Merci beaucoup, Carole, pour cette heure passée avec nous, pour tout savoir, pour poser les bases d'un allaitement solide. Merci à vous d'avoir suivi ce Facebook Live et rendez-vous le mois prochain.